Donc Guillaume Coissard, ancien élève normalien de l'ENS de Lyon et agrégé de philosophie, il est post-doc à l'Université libre de Bruxelles. Donc il a soutenu une thèse en 2020 sur les lectures matérialistes de Leibniz au XVIIIe siècle, et son projet porte sur l'articulation entre le matérialisme du XVIIIe siècle et le courant contemporain des New Materialisms. Il est grand amateur de Tolkien et des littératures de l'imaginaire en général, et il commence à en faire l'un de ses thèmes de recherche. Et je vais lancer le PowerPoint pour qu'il puisse commencer. Merci beaucoup. Est-ce que tout fonctionne? Laissez un petit peu la lumière. On va essayer. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, pour l'organisation du colloque. Je suis d'autant plus honoré de l'ouvrir que, comme vous l'avez compris, je ne suis pas spécialiste de Tolkien. Moi, je travaille en philosophie, notamment sur le XVIIIe siècle. Et c'est la première fois que je vais prendre Tolkien pour objet de mes recherches. Cependant, je vais le faire sans perdre de vue une perspective philosophique, puisque, comme l'indique mon titre, je vais tenter d'interroger l'être des choses imaginaires à partir des écrits de Tolkien. C'est ce que signifie ontologie, une science de l'être, un discours sur l'être. Et je vais le faire à partir notamment de l'essai Unfair Stories, du conte de fées, en permettant aussi quelques détours dans Le Seigneur des Anneaux et dans la correspondance. Alors, tenter de reconstruire une ontologie des choses imaginaires à partir de Tolkien, c'est évidemment lui poser une question qu'il ne se pose pas lui-même. Tolkien n'est pas métaphysicien, il le dit parfois dans la correspondance, et dans l'essai du conte de fées, les questions auxquelles il cherche explicitement à répondre, ce sont plutôt celles-ci. Qu'est-ce qu'un conte de fées? Quelle en est l'origine? Et à quoi sert-il? Nulle trace, par exemple, d'une interrogation telle que « Quel est le mode d'être des choses imaginaires ?» Et pourtant, la question de l'être des choses imaginaires, des dragons, des elfes, des fées, des hobbits, etc., est une question qui surgit à la lecture du texte, et notamment à la lecture de certaines déclarations qui sont pour le moins surprenantes quand on les prend au premier degré. Par exemple, la première ici, la plupart des bons contes de fées parlent des aventures des hommes dans ce périlleux royaume ou à sa lisière ombragée. Rien de plus naturel, car si les elfes sont réels et existent vraiment indépendamment de nos contes à leur sujet, ceci est également vrai, les elfes ne s'intéressent pas en premier lieu à nous. Ni nous à eux. Comment donc comprendre cette hypothèse de Tolkien si les elfes sont réels et existent vraiment indépendamment de nos contes à leur sujet? Il ne peut évidemment pas s'agir de dire que les elfes existent actuellement dans notre monde, sur notre plan de réalité, au même titre que les moutons, les lampadaires ou des individus historiques. Les elfes appartiennent comme d'autres créatures imaginaires à ce que Tolkien nomme dans cet essai le royaume de Faerie, qui est un domaine différent de celui dans lequel nous vivons. Mais, et c'est le point important, la différence entre notre monde qui est le monde primaire, et les mondes imaginaires, que Tolkien appelle des mondes secondaires, n'est pas une différence qu'on doit penser en termes de degré d'être, comme si le monde primaire existait plus que les mondes secondaires. On ne pourra pas, par exemple, dire que l'exploration du royaume de Faerie procède d'une illusion, et que tout ce qu'on y découvre finit par révéler sa fausseté ou son non-être. Sur cela, Tolkien est assez clair, je cite, « On raconte souvent des faits, vérité ou mensonge, je l'ignore, qu'elles sont des artisans de l'illusion, qu'elles trompent les hommes par l'imagination. Et c'est une toute autre question, c'est leur affaire. Quoi qu'il en soit, de telles supercheries se produisent dans des contes où les faits ne sont pas elles-mêmes des illusions. Derrière l'imagination existent des pouvoirs et des volontés réelles, indépendants de l'esprit et des desseins des hommes. » Tolkien nous permet donc bien ici de poser une question d'ontologie. Comment les choses imaginaires peuvent être, sans être les choses réelles de ce monde,
mais sans non plus être rien du tout. Quelle est leur manière d'être? Alors, avant d'essayer de répondre, pour préciser un peu ma démarche, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est qu'il s'agit bien ici de poser une question d'ontologie, et pas seulement une question qui concernerait le fonctionnement de l'imagination. Et je pense que c'est justement l'intérêt de choisir Tolkien sur ce point, puisqu'il va nous permettre de faire le chemin qui va d'une esthétique à une ontologie, ou d'une interrogation anthropocentrée sur les facultés qui sous-tendent la création, à la considération des choses telles qu'elles existent, indépendamment de nos manières de les construire ou de les appréhender. Seconde remarque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tolkien n'est pas un métaphysicien, on ne trouve pas chez lui une ontologie des choses imaginaires, mais on trouve les ressources pour essayer d'en construire une. C'est le sens de mon titre, il s'agit de penser à partir de Tolkien, mais non pas de reconstruire un modèle théorique qui se trouverait chez lui. Il s'agit en fait d'essayer d'actualiser ou de rendre féconds ces textes et ces réflexions. Bien. Alors, j'ai peut-être mis un peu trop vite de côté tout à l'heure la possibilité de l'illusion. Je veux dire la possibilité que les choses de Faerie passent pour vraies du fait de l'art de celui ou de celle qui les fait vivre, qui les invente. Et on trouve bien dans l'essai du conte de fées toute une ligne qui nous permet d'insister effectivement sur le savoir-faire et sur l'habileté de l'artiste. Quand il s'intéresse à l'origine des contes de fées, Tolkien déclare bien que c'est leur invention qui est le fait le plus fondamental, le plus important et le plus mystérieux. Ce sont ces mots. L'intervention du lexique du mystère n'est ici pas anodine, puisqu'il y a en effet à l'arrière-fond ce qu'on pourrait appeler un paradigme théologique, à savoir que la capacité créatrice de l'écrivain ou de l'écrivaine est l'expression dérivée dans l'être humain du pouvoir suprême de Dieu qui est un créateur de monde. Tolkien parle à cet égard de sous-création, c'est bien connu, et il déclare qu'un, je cite, « un pouvoir essentiel de la féerie est donc celui de rendre immédiatement réel, par la volonté, les visions de l'imagination. » Il dote ici l'être humain d'un pouvoir analogue à celui du fiat lux divin, qui donne l'existence par le seul mouvement de la volonté. Et là encore, comme dans le modèle de la théologie chrétienne, où le verbe est au commencement et où le logos précède l'être, la capacité de subcréation de l'être humain est fortement liée à sa capacité à parler et à manipuler le langage. Puisque le langage permet notamment de disposer de la distinction entre le substantif et l'adjectif, qui permet de manipuler les choses et leurs qualités, et de faire transiter les qualités du monde, de les attribuer à d'autres choses que celles auxquelles elles étaient attribuées, à proposer de nouvelles combinaisons. Bien, si on vient à notre question d'ontologie, quel est, dans cette version, le mode d'être des choses imaginaires? Eh bien, elles tirent leur existence d'un créateur. Leur mode d'être est donc celui de la créature, c'est-à-dire de la chose dont l'existence dépend de la volonté d'autre chose qu'elle-même pour être produite. On peut dire aussi que la réalité des choses imaginaires est hypothétique. Hypothétique au sens où elle dépend de l'hypothèse d'un monde secondaire dans lequel les êtres imaginaires trouvent leur place, leur cohérence et leur consistance. Il existe donc ici une double dépendance de la chose imaginaire, dépendance verticale vis-à-vis du créateur ou de la créatrice, qui transcende ce monde imaginaire, et dépendance horizontale vis-à-vis des autres êtres qui existent dans ce monde secondaire. La réalité hypothétique des choses imaginaires signifie ici qu'elles ont l'apparence de choses vraies parce qu'elles s'intègrent dans un monde cohérent et vraisemblable. Le processus fondamental, c'est ici celui qu'on appelle aujourd'hui le world building, la construction du monde à l'intérieur duquel l'intrigue va prendre place. Et souvent d'ailleurs, quand on commence à s'intéresser à Tolkien, c'est ce qui nous frappe en premier. Comment est-ce qu'un seul homme a pu écrire 40 000 ans d'histoire? Comment est-ce qu'il a pu faire la généalogie de familles d'elfes, de lignées de rois, écrire des langues, leurs évolutions, etc. Bref, c'est l'inventeur qui nous fascine, et Ardar est un miroir de son habileté. Cependant, et c'est le point important, ce que vise la fantaisie, non pas au sens du genre littéraire, mais au sens de cette faculté à exprimer et à donner une consistance interne au produit de l'imagination,
qui est la définition qu'en donne Tolkien, ce qu'elle vise, c'est précisément l'abolition de la distinction entre le monde primaire et le monde secondaire. Au sens où le monde secondaire nous apparaîtrait pour nous comme s'il était un monde primaire. C'est ce que Tolkien nomme un art elfique, qu'il appelle aussi un enchantement. Je cite, « L'enchantement produit un monde secondaire dans lequel auteurs et spectateurs peuvent tous deux pénétrer à la grande satisfaction de leur sens, aussi longtemps qu'ils s'y trouvent. Mais dans sa pureté, il est artistique dans ses désirs et ses desseins. » L'enchantement, c'est donc la projection dans le monde secondaire comme s'il était notre monde primaire. Le monde secondaire n'est ici pas une moindre réalité, c'est plutôt une alter-réalité. Là encore, cette projection dépend d'une certaine habileté et d'un certain art, qui est dit elfique. D'où ce paradoxe, si l'artifice se fait oublier comme tel et parvient à faire croire à sa vraisemblance, c'est par un degré d'artificialité supérieur, donc par un art de l'écrivain ou de l'écrivaine dont le talent est proportionnel à la maîtrise qu'il déploie sur sa création. Alors, du coup, la question que je voudrais poser désormais, c'est celle de savoir si les choses imaginaires s'en tiennent toujours à ce rapport de dépendance vis-à-vis de l'artiste qui les fait exister, ou si au contraire, elles lui échappent parfois. J'aimerais du coup me tourner non plus vers les déclarations théoriques de Tolkien sur la technique littéraire, mais sur sa pratique et sur son rapport à ses propres créatures, en essayant d'identifier trois manières, trois façons dont les êtres qui peuplent le monde tolkienien, son monde secondaire, donc trois façons dont elles débordent l'art d'invention de Tolkien. Trois manières qui font droit en fait aux citations qu'on a lues tout à l'heure à propos de l'existence, de l'indépendance, des pouvoirs réels et des volontés des faits. Alors, la première de ces manières dont les choses imaginaires échappent à l'emprise de leur créateur, c'est ce qu'on pourrait appeler leur profondeur. Et par là, j'entends leur capacité à suggérer plus que ce que Tolkien n'a jamais pu en dire. Je prends un exemple dans La Fraternité de l'Anneau. Pendant le Conseil d'Elrond, voilà comment Aragorn se présente à Boromir. J'ai enlevé le début de cette tirade. « Je ne ressemble en rien aux images d'Elendil et d'Isildur telles qu'elles apparaissent dans les salles de Denethor, sculptées dans toute leur majesté. Je ne suis que l'héritier d'Isildur, non Isildur lui-même. Ma vie a été dure et combien longue, et les lieux qui s'étendent d'ici au Gondor ne comptent que pour une petite partie de mes voyages. J'ai franchi bien des montagnes et des rivières, et foulé de nombreuses plaines, et ce, jusque dans les lointaines contrées du Rhône et du Harad, où les étoiles sont étranges. » Alors, j'aurais pu choisir de nombreux autres extraits pour dire la même chose. J'ai choisi celui-ci pour sa fin, celui que j'ai mis en gras, qui mentionne les contrées du Rhône et du Harad, et surtout leurs étranges étoiles. Cette mention suggestive de régions où les personnages du Seigneur des Anneaux ne se rendront jamais, et où l'intrigue ne se tiendra pas, me semble particulièrement représentative du type d'émotion que peut produire en nous l'écriture de Tolkien. Car il y a, à un premier niveau de profondeur, l'intrigue et ses ressorts émotionnels. Il y a aussi un second niveau, celui de la mythologie qui se trouve à l'arrière-plan et qui se compose de légendes écrites ou ébauchées par Tolkien, qui sont réunies notamment dans le Silmarillion. Mais il y a encore un troisième niveau de profondeur, qui est que Arda est aussi le lieu où vivent une infinité d'êtres, où se déploient des paysages non décrits et où se déroule une infinité d'histoires que Tolkien n'a pas racontées. Les étoiles étranges du Harad et du Rhône suggèrent cette infinité d'histoires que Tolkien n'a pas racontées, suggèrent cette infinité de légendes qu'on ne trouve pourtant nulle part chez Tolkien. D'ailleurs, Tolkien le dit lui-même dans sa correspondance, il s'agit là, je cite, ça je crois que je ne l'ai pas mis ici, ouais. Il s'agit là, je cite, du dilemme fondamental de la littérature, une histoire doit être racontée, ou il n'est pas d'histoire, mais les histoires les plus émouvantes sont celles que l'on ne raconte pas. Et du coup, ce qui émeut véritablement chez Tolkien, selon lui dans cette lettre, c'est, je cite, ce qui véhicule immédiatement la sensation qu'existe à l'infini des histoires à raconter, des montagnes vues au loin que l'on n'escaladera jamais,
des arbres lointains. L'effet profondeur implique ici que l'espace imaginaire de la Terre du Milieu, Udardha, sera toujours plus grand, sera toujours plus profond que la capacité d'invention de son créateur. Cet espace ne sera jamais épuisé par tout ce qu'on pourra en dire, et surtout par toutes les histoires que Tolkien a pu en raconter, tout ce qu'il a dit à son propos. Quel que soit d'ailleurs le génie ou la capacité d'invention de Tolkien, il ne s'agit pas de la remettre en cause, bien sûr. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette profondeur, ici, ça n'est pas quelque chose d'accessoire, c'est une des raisons centrales du plaisir que nous trouvons à la lecture des textes tolkieniens. Du plaisir suscité de manière plus générale par les mondes imaginaires. Non pas qu'en lisant, on contemple un objet bien fait, achevé, une histoire longue, cohérente et complexe, bien ficelée par son créateur, mais au contraire, le fait que les mondes imaginaires débordent en réalité l'imagination de leur créateur en suggérant plus que ce qu'ils en ont dit. C'est la profondeur propre des mondes imaginaires. La deuxième manière dont les choses imaginaires s'affranchissent de leur relation de dépendance et attestent de quelque chose comme une existence propre, c'est ce que j'appellerais leur autodéveloppement. Pour expliciter ce que j'entends par là, je me penche cette fois-ci sur la manière dont Tolkien relate lui-même la façon dont il a écrit Le Seigneur des Anneaux dans la correspondance. C'est en effet un thème qui revient assez souvent dans les lettres. Le Seigneur des Anneaux a tendance à s'écrire tout seul. Alors, si c'était vrai, Tolkien aurait peut-être mis quelques années en moins pour l'écrire. En tout cas, il l'a vécu comme ça et l'a raconté comme tel. Le 31 août 1938, par exemple, à son éditeur, il dit « J'ai repris la suite de Bilbo le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, cela coule maintenant tout seul et échappe totalement à mon contrôle. » Ce genre de déclaration est fréquente, à tel point d'ailleurs que des années plus tard, après la parution du Seigneur des Anneaux, Tolkien finira par remettre en cause son statut de créateur ou d'inventeur, allant directement à l'encontre de ce qu'il disait dans, en tout cas des citations que j'ai extraites de l'essai du Conte de Fées. Je cite le brouillon d'une lettre du 14 janvier 1956. J'ai cessé depuis longtemps d'inventer, même si les critiques condescendants ou moqueurs eux-mêmes louent par ailleurs mon invention. J'attends jusqu'à avoir l'impression de savoir ce qui s'est réellement passé, ou jusqu'à ce que cela s'écrive de soi-même. Ainsi, même si je savais depuis des années que Frodo serait entraîné dans une aventure avec des arbres quelque part, loin en avant du grand fleuve, je n'ai aucun souvenir d'avoir inventé les elfes. J'en suis finalement venu à écrire le chapitre Sylvebarde, sans aucun souvenir d'y avoir pensé avant, tel qu'il est maintenant. Et alors, je me suis aperçu que, bien sûr, ce n'est pas du tout à Frodo que c'était arrivé. Voilà, donc Tolkien découvre l'histoire qu'il est en train d'écrire pendant qu'il l'écrit. Même façon de présenter les choses lorsque Tolkien racontait à son fils Christopher la découverte, et non pas l'invention, du personnage de Faramir. Je cite, « Un nouveau personnage est entré en scène, je suis sûr de ne pas l'avoir inventé. Je ne l'ai même pas voulu, quoique je l'aime bien. Mais il est arrivé là, marchant dans les bois de l'Ithilien. » Autant d'exemples qui modifient en fait considérablement le rapport entre l'écrivain et ses créatures. Car ce sont elles qui, ici, s'imposent à lui et déploient d'elles-mêmes leur être. L'écrivain n'est plus celui qui construit, celui qui fait être, c'est-à-dire une cause première, à la manière d'un dieu. Il est plutôt celui qui enregistre, celui qui ordonne un matériau qui déploie son être de lui-même. Si l'effet profondeur suscitait l'émotion du lecteur ou de la lectrice, l'autodéveloppement des choses imaginaires est au contraire expérimenté par l'écrivain ou l'écrivaine en tant que ses productions s'imposent à lui, précisément parce qu'elles ne sont pas tout à fait ses productions. Or, et ce sera la troisième catégorie que je voudrais mettre en avant, cette capacité des mondes imaginaires à s'autodévelopper, elle suppose un autre pouvoir ou une autre catégorie, elle suppose de les doter d'une certaine agentivité, comme on dit en philosophie contemporaine. L'agentivité, c'est la capacité à être un agent, c'est-à-dire à agir en impulsant de soi-même une action
et en ayant des effets concrets et repérables sur le monde. Alors, que les êtres imaginaires soient des agents sur leur plan d'existence, c'est une évidence dans leur propre monde secondaire. Frodo et Gollum ont une agentivité indéniable et un rôle majeur dans la destruction de l'anneau. Mais il se trouve que Frodo et Gollum sont aussi des agents dans notre monde, qui sont capables d'avoir une influence sur notre vie quotidienne. Par exemple, Tolkien fait de Frodo la cause principale de l'une de ses insomnies en mai 1944. Je cite, « La raison principale de cette insomnie est que Frodo m'absorbe totalement, qui a maintenant une grande emprise sur moi et me demande beaucoup d'énergie. Le chapitre sur Arachné et le désastre de Kirith Ungol a été réécrit plusieurs fois. » Alors évidemment, il s'agit pour Tolkien ici d'un moment critique de son écriture qui lui cause du souci et lui prend de l'énergie. Mais Tolkien choisit de le présenter comme l'irruption de Frodo dans son intimité, dans son propre monde primaire. Un moment d'emprise de son personnage sur lui-même. Les personnages imaginaires peuvent nous faire agir d'une manière ou d'une autre, peuvent nous donner du souci pour savoir quelle a été, par exemple, leur histoire réelle, ou leur histoire dans leur monde. Ils peuvent aussi venir se substituer à des événements réels pour leur donner du sens et faire irruption dans le cours normal des choses. Par exemple, à l'hiver 1961, qui était un hiver dur apparemment, Tolkien fait référence à l'hiver terrible et s'attend à voir les loups blancs passer le fleuve, ce qui est un événement de l'histoire du comté. Les frontières entre monde primaire et monde secondaire sont ici brouillées. L'histoire de la Terre du Milieu a tendance à déborder dans notre propre histoire, et non pas à s'y montrer explicitement, mais à s'y suggérer de manière à donner du sens à ce que Tolkien vit. Et l'apothéose de cette colonisation, de cette substitution du réel par l'imaginaire, c'est peut-être le fait que Tolkien plaque sur sa relation avec sa femme Edith, le couple Luthien-Beren. L'agentivité des choses imaginaires n'est pas une agentivité hypothétique et enclose dans le monde secondaire, c'est une agentivité qui traverse les frontières des mondes et qui atteste d'un pouvoir des choses imaginaires sur nous. Alors, on voit bien que ces manières dont les choses imaginaires débordent, ces manières mettent à mal l'idée que l'être des choses imaginaires consiste seulement en une réalité hypothétique qui dépend de leur inclusion dans un monde bien construit. Comment donc comprendre à nouveau frais la différence entre monde primaire et monde secondaire dans ces conditions? Mon idée, c'est que la profondeur, l'autodéveloppement et l'agentivité des choses imaginaires proviennent du fait qu'elles sont une manière d'exprimer les choses de notre monde, sous une autre forme que celle qu'elles nous montrent dans la vie quotidienne. Pour le dire en termes ontologiques, le réel et l'imaginaire sont deux manières d'être du monde primaire, et non pas deux êtres différents ou deux plans d'être séparés. Et cela, Tolkien nous permet évidemment de le penser. On sait par exemple que le voyage de Bilbo dans le Hobbit s'origine, en tout cas selon les déclarations de Tolkien, dans un séjour qu'il a fait en Suisse en 1911. On sait aussi que les cavernes du gouffre de Helm sont inspirées d'une visite de Tolkien dans les gorges de Cheddar en 1940, et une autre quand il était enfant. Mais il ne s'agit pas seulement de dire ici que l'artiste va nécessairement chercher son inspiration dans sa propre expérience individuelle, ce qui serait banal. Comment pourrait-il faire autrement? Non, on peut défendre à partir de là une proposition plus forte, à savoir que le monde secondaire est une autre manière de présenter notre propre monde et les choses qu'il contient, par exemple en les agençant différemment ou en les dotant d'une autre histoire. C'est-à-dire en faisant varier leur mode d'apparition pour nous et les rapports qu'elles entretiennent entre elles. Cette proposition, on peut la défendre à partir du conte de fées, auquel je reviens maintenant, qui contient une autre ligne que celle sur laquelle je me suis arrêté tout à l'heure, notamment lorsque Tolkien utilise le concept de recouvrement, recovery, concept qui désigne l'un des effets, selon lui, les plus profonds du conte de fées. Le recouvrement, je cite, inclut un retour et un renouvellement de la santé. C'est un regain, celui d'une vision claire. Je ne dis pas voir les choses comme elles sont, on me retrouvait la cible des philosophes,
bien que je puisse me risquer à dire voir les choses comme nous sommes ou étions censés les voir, comme des choses distinctes de nous-mêmes. Il nous faut en tout cas laver nos carreaux, de telle sorte que les choses vues clairement puissent être débarrassées de la terne pellicule de la banalité et de la familiarité, de la possessivité. Alors, si Tolkien ne veut pas être en proie aux philosophes, on peut tout de même noter que l'effet de recouvrement est très proche de ce qu'essayent de penser aujourd'hui un grand nombre de philosophes qu'on classe parfois parmi les réalistes spéculatifs, comme Quentin Meillassoux ou Graham Harman, ou parmi les nouveaux matérialistes, comme Jane Bennett, Rosie Braidotti, etc., qui ont toutes et tous en commun de chercher à parler du réel indépendamment des médiations par lesquelles nous construisons ce réel. C'est précisément ce genre de rapprochement d'avec les choses que produisent les contes de fées selon Tolkien. Et Tolkien va en fait plus loin que la proposition que j'ai formulée tout à l'heure. Il ne dit pas seulement que le monde secondaire est une transformation du monde primaire, sa perpétuation sous d'autres formes, il dit que le monde secondaire nous rapproche plus des choses réelles que le monde primaire. Pourquoi ? Parce qu'en agençant autrement les matériaux qui viennent du monde primaire, l'artiste abolit en fait le rapport de domination que nous entretenons avec ces choses dans notre monde. Il nous les refait voir en dehors de ces rapports. Les arbres qui parlent, les elfes, sont moins une invention extravagante qu'une manière de revenir au caractère vivant des choses qui poussent et de remettre au premier plan ce caractère vivant en abolissant par l'imagination la chaîne qui va de l'exploitation du bois à sa transformation en planche et à son intégration dans une chose inerte comme une table. L'ent n'est pas seulement une autre manière possible d'exister du bois, c'est une façon plus juste d'exprimer la nature du bois que ce que nous en avons historiquement fait. Autrement dit, le travail de l'artiste est beaucoup moins un travail de création d'un monde secondaire qu'un travail de libération de ce qui, dans notre monde, est spolié de ses potentialités et de ses pouvoirs. En proposant une autre version possible de l'arrangement des choses, il les libère de la façon dont nous nous les sommes appropriés et des tiroirs dans lesquels nous les avons enfermés. Ça, ce sont des expressions de Tolkien. Si la mention fugace et anodine des étranges étoiles du Rhoun et du Harad fait impression sur la lectrice et le lecteur, c'est parce qu'elle lui suggère l'existence de nos propres étoiles, dont le pouvoir de nous émerveiller est bloqué en ce monde, par exemple par la pollution lumineuse. De là, on comprend notre paradoxe initial, qui semblait une contradiction mais qui n'en était pas une, à savoir que les choses imaginaires manifestent des pouvoirs, des volontés réelles, indépendants de l'esprit et des desseins humains. Ce sont les pouvoirs et les potentialités des choses de notre monde. C'est que la fantaisie, faculté d'imagination, est un mode d'être des choses réelles, telles qu'elles sont affranchies de tout ce qui les prive de leur potentialité. Je cite, « La fantaisie créatrice peut ouvrir votre trésor et laisser s'envoler toutes les choses qui s'y trouvaient enfermées, comme des oiseaux en cage. Les pierres précieuses se font toutes fleurs ou flammes, et vous serez conscient que tout ce que vous possédiez ou connaissiez était dangereux et chargé de pouvoir, libre et sans entrave, pas enchaîné pour de bon, pas davantage à vous qu'elle n'était vous. » De là, deux autres paradoxes sur lesquels je vais conclure. Premièrement, que c'est le réarrangement et le changement de forme du réel qui permet d'en saisir la nature profonde. Et ici, on retrouve encore une fois l'importance du langage, mais non plus comme un pouvoir dérivé du pouvoir divin de création, mais plutôt comme une manière de pouvoir réarranger les choses du monde. L'écrivain ici est un opérateur de réarrangement des choses du monde. Le langage rend mobiles les êtres et il permet de libérer les choses et les qualités de leur emprisonnement. Il permet par exemple d'attribuer le bleu du ciel au cœur d'un dragon. Et deuxièmement, autre paradoxe, qui est celui qui ouvre l'essai du conte de fées, lorsque Tolkien nous dit que les fées, les habitantes du royaume de Faerie, n'ont rien de surnaturel. Je cite, «
Elles sont naturelles, bien plus naturelles que l'être humain. Alors on peut croire au premier abord que Tolkien provoque et s'amuse ici. En vérité, on comprend maintenant ce que peut signifier cette déclaration. C'est que les faits et leur monde nous rapprochent au plus près de notre propre monde. Elles sont ce qu'on pourrait appeler des agents de reterritorialisation. Au prix de ces paradoxes, on se retrouve peut-être même avec un retournement ultime, à savoir que le monde imaginaire est en fait plus réel que le monde primaire duquel il provient. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette intervention. Je ne sais pas si on m'entend. On a le temps pour quelques questions. Et je pensais qu'on avait un micro, mais en parlant fort, ça va faire. Oui, excellente présentation. J'ai bien aimé la synthèse qui a été faite. C'est dans les expressions. À un moment donné, tu parlais de. On dit tu, c'est ok. On peut tous se tutoyer, ce serait plus facile. Tu disais la citation Frodo m'aborda et le chapitre a été réécrit. C'est dans le donc il se présente comme la voix passive, utilisation de la voix passive. Alors il dit Frodo m'aborda. C'est peut-être aussi, on peut le lire comme il l'aborde comme si c'est une personne qui s'adresse à lui et qui lui raconte son histoire et il faut la raconter et la re-raconter. Mais ça peut être aussi un raccourci terminologique. Comme il sait à qui il parle à Christopher. Il dit Frodo m'aborda. C'est l'écriture, m'absorba. Frodo m'absorba. C'est l'écriture du texte sur Frodo m'absorba. Et là, il ne parle pas de... Il a omis l'écriture de, parce qu'il parlait à quelqu'un qui était intimement connecté à son écriture, qui était Christopher, puisqu'il lui donnait des retours d'informations. Donc ça, c'est un commentaire par rapport à cela. Et l'un n'empêche pas l'autre. Puisqu'il est à la fois créateur, donc il peut s'identifier, par exemple, aux souffrances de Frodo, et qu'il en a eu, et en même temps, il est aussi l'écriture, il peut choisir comment écrire et écrire pour que ça ressorte le mieux. Une autre, la manière dont le monde réel et le monde fictionnel de Tolkien s'interpénètrent a été commenté en 1987 en particulier. On s'est aperçu, en fait, un peu plus tard, ceux d'entre vous qui ont lu le volume Sauron Defeated, dans lequel est paru le Notion Club Papers, savent qu'il y a dans le livre, il raconte qu'en 1900, ça c'est censé se passer dans l'avenir, dans les années 2000 et quelques, donc qu'en 1996, il y a eu une énorme tempête en Angleterre qui a affecté beaucoup, fait tomber les arbres, etc. Et devinez quoi? Il a écrit ça en 1947, mais en 1987, il y a eu une énorme tempête qui a fait tomber énormément d'arbres et occasionné énormément de dommages. Alors les gens, quand ils ont lu The Notion Club Papers, quand c'est sorti, ont eu « Waouh, qu'est-ce qui est arrivé là? Il a prédit l'avenir, etc. Il le savait 40 ans d'avance. » Et on ne sait pas, on ne saura jamais, bien entendu. Et donc, c'était... le dernier commentaire à la fin, quand tu disais le retournement complet, en fait, c'est un retournement qui fait écho à la phrase qu'il disait quand il a retourné l'aphorisme de Max Müller, la mythologie est une maladie du langage, alors que lui, il l'a retourné à la fin en disant « Ah non, c'est pas ça, c'est le langage est une maladie de la mythologie ». Et ça revient complètement avec ce que tu as dit. Donc, j'applaudis ta prestation, c'est un excellent papier. Merci beaucoup. Je vais peut-être rebondir sur la première remarque. Pour la deuxième, je pense qu'on peut dire que Tolkien n'a pas prédit qu'il n'y avait pas de vision, de pouvoir de vision. Oui, évidemment, c'est une question de comment est-ce qu'on présente la chose. Tolkien pourrait dire « Ah, là, j'ai passé une insomnie parce que je me suis pris la tête pour savoir comment ça se déroulait. Voilà. » Cependant, il ne choisit pas cette façon de le présenter et du coup, il choisit une façon de le présenter qui suppose qu'il est lui-même affecté par ce qui arrive à ses personnages, et c'était là-dessus que je voulais insister, parce que derrière cette différence qui n'est peut-être que nominale, qui n'est peut-être expressive, il y a deux façons de concevoir l'imagination en fait. Est-ce que l'imagination est une faculté créatrice dans laquelle l'artiste
a le premier rôle, qui est une manière très moderne de comprendre le rôle de l'écrivain, ou est-ce que l'écrivain, de ce point de vue, est plutôt un médium, un lieu de transition, un lieu de réarrangement de ce qui existe de toute façon sans lui. Et donc derrière ça, il y a je parlais au début d'une distinction entre esthétique et ontologie. Quelle est la place principale? Dans un cas, l'imagination, la faculté de création précède l'ontologie, et donc, c'est pour ça que j'ai aussi parlé d'une théorie anthropocentrée, parce qu'on donne tout à l'être humain, au créateur ici. Dans le deuxième cas, l'imagination est simplement une manière dont les choses se réarrangent dans un des lieux du monde qui est le cerveau d'un être naturel, l'écrivain. Donc il y a quand même une différence qui n'est pas thématisée par Tolkien, hein, mais que je crois on peut reconstruire à partir de Tolkien. Je peux faire un tout petit retour et commentaire. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas dit que c'est la manière comment il allait écrire de la meilleure manière ce qui arrivait, ce que Frodon lui racontait. Et donc, c'est l'écriture et la réécriture. Et d'ailleurs, il utilise la voix passive, ça a été réécrit. Donc, qui a réécrit? Oui, c'est ça, mais qui a réécrit? Ouais, c'est Tolkien qui a réécrit quoi? Est-ce que c'est sous l'impulsion d'une faculté dont il est maître, ou est-ce que c'est sous l'impulsion d'une agentivité des choses? Oui, c'est moi qui distribue la parole. Est-ce que vous pourriez juste rappeler la définition du mot ontologie? Ok, oui, alors ontologie, ça signifie tout simplement la science de l'être, ou le discours sur l'être, logos, discours, science, et donc sur l'être. C'est une partie de la métaphysique en philosophie qui s'intéresse à ce qu'il y a de commun à toutes les choses du monde. Généralement, quand on fait de la métaphysique en philosophie, on distingue entre des métaphysiques spéciales qui ont des objets spécifiques, par exemple Dieu, c'est la théologie, par exemple, il y a quoi d'autre? Généralement, il y a plusieurs métaphysiques spéciales. En tout cas, l'ontologie, du coup, c'est la science de ce qu'il y a de commun à toutes les choses qui sont. Donc, qu'est-ce qui est commun? Est-ce que c'est qu'elles sont possibles? Est-ce que c'est qu'elles appartiennent au monde, etc. Là, c'était de manière générale pour dire quel est leur type d'être. Bonjour, Vincent Ferré. J'ai une question. Vous avez décrit de manière très claire le phénomène d'autodéveloppement qui est bien connu dans la naissance de l'œuvre de Tolkien, mais j'aimerais connaître votre vraie position sur le sujet. Est-ce que vous prenez ça comme une posture d'écrivain ou est-ce que vous le prenez littéralement? Et c'est lié à une deuxième question qui concerne l'agentivité des personnages. Vous avez mis un peu sur le même plan l'exemple de Beren et Luthien, alors qu'en fait, on sait que la relation est inverse. C'est Édith qui donne naissance au personnage et pas l'inverse. La référence à l'hiver avec l'arrivée possible des gnous, est-ce que c'est une agentivité, un exemple d'agentivité, ou est-ce que c'est un exemple d'applicabilité qu'on connaît, c'est-à-dire la fiction utilisée pour décoder le réel? Ce que Tolkien explicite dans sa seconde préface, c'était deux points sur lesquels peut-être j'avais envie d'entendre des précisions. Si c'est possible. Oui, pour le deuxième point, je pense que je vais prendre les distinctions que vous avez faites, et je n'avais pas pensé effectivement à ce concept d'applicabilité, qui n'est pas l'allégorie, mais qui l'utilise effectivement. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir en dire quelque chose de plus que ce que vous venez de dire. Pour le premier point, moi j'aurais tendance non pas à le prendre de manière littérale, ces déclarations, mais à essayer de rendre compte de ce qu'elles peuvent signifier d'une manière philosophique. Et notamment de ce qu'elles disent du rôle de l'écrivain et de sa place parmi les autres choses du monde. C'est ce que j'essayais de dire quand je disais que cette ligne interprétative possible, elle déchoit l'artiste de son rôle central. Elle en fait un opérateur de réarrangement des choses, un médiateur, ce qui va nous rapprocher beaucoup plus d'une version ancienne de ce qu'est un artiste qui est inspiré par autre chose que lui-même. Sauf que là, il n'est pas inspiré par des muses, il n'est pas inspiré par des divinités. Il est inspiré par les pouvoirs des choses de notre monde, qui vont exister par lui. D'accord, et ça c'est tout à fait cohérent avec sa posture, qui consiste à dire que pour exprimer le monde réel, le conte de fées, entre guillemets, doit avoir une apparence de vraisemblance et de cohérence pour être pris au sérieux et non pas comme une excentricité.
C'est ce qui a tellement dérouté Humphrey Carpenter lors de leur première rencontre, quand Tolkien a semblé parler de son monde imaginaire comme s'il était réel, et Carpenter le dit poliment, mais dans l'introduction, il se demande si Tolkien n'est pas un petit peu fou. Alors, en fait, c'est complètement cohérent avec la posture de l'écrivain qui demande à ce qu'on prenne son texte au sérieux. Est-ce que ça vous semble compatible avec votre manière de présenter les choses? Ah oui, tout à fait. Je voulais pas dire qu'il y avait une contradiction chez Tolkien. Hein. Je voulais dire qu'il y avait deux lignes qui pouvaient entrer en tension et qu'on pouvait essayer de résoudre cette tension. Merci. Je ne voulais pas aller contre Tolkien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci. Merci.